Bonjour à tous. Euh, et merci à tous en tout cas de nous avoir rejoints ce soir pour ce webinaire qui va poser la question économie, environnement, alliés ou ennemis. Comment passer de l'économie extractive à l'économie régénérative en se posant des questions d'économie. Alors, je voulais introduire cette présentation avec cette diapo. Si on veut parler à des dirigeants et si on veut convaincre des dirigeants d'entreprise, des investisseurs, euh, bonjour, installez-vous, bienvenue. Il faut qu'on arrive à parler dans leur langage. Et leur langage, c'est le langage de l'économie. Donc on va faire de l'économie très très simple ce soir, hein, mais on va explorer un certain nombre de questions du côté des économistes. Et vous voyez que sur cette image à gauche, j'ai présenté quelqu'un qui parle avec des hiéroglyphes. Et il faut qu'on reconnaisse que quand on parle à des dirigeants et qu'on parle soit de valeurs, soit de générations futures, soit de capital planète, soit de limites planétaires, on ne parle pas forcément dans leur langage. Et même si beaucoup d'entre nous sont sensibles aux valeurs, et en particulier aux valeurs environnementales, il faut qu'on soit conscient que ça n'a pas le potentiel de convaincre tout le monde. Donc, est-ce que parler d'économie va pouvoir permettre de convaincre davantage de gens? On peut l'espérer. Et puis, notamment, il y a une question quand même cruciale qui se pose, hein, surtout en période de permacrise économique comme celle qu'on traverse, c'est quel va être le retour sur investissement si je consacre du temps, de l'argent ou des efforts à faire de l'économie environnementale. Donc voilà la question qui est posée dès le départ. Alors, aujourd'hui, on va essayer de brosser un certain nombre de sujets. J'ai choisi, il fallait faire des choix, il y avait plein de sujets économiques qui étaient intéressants à aborder. J'ai fait le choix de poser la question de la valeur, comment la valeur est évaluée en économie, qui est peut-être un petit peu simple, qui a peut-être semblé simple aux plus experts d'entre nous, mais qui me semble particulièrement important. On va dire quelques mots de la tragédie des communs avec un exemple. Donc la tragédie des communs, c'est un sujet économique. Hein, pourquoi on épuise les biens communs? Et puis on va regarder quelques indicateurs d'effondrement économique pour nous montrer, pour nous révéler à quel point ces indicateurs d'effondrement révèlent justement ces coûts environnementaux cachés dans l'économie. Puis après, on abordera des solutions, d'abord avec quelques grands principes et généralités. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous sont intéressés par des exemples concrets. Donc là, le choix était soit de donner beaucoup d'exemples, mais en restant très vague, soit d'en prendre un, mais creuser un peu. Donc j'ai creusé un des exemples, et puis quelques autres petits exemples, et puis on finira par un appel à l'imagination, parce que tout reste à inventer. Quelle est ma légitimité pour parler de ça aujourd'hui? Moi, je suis ingénieur, je suis docteur en biologie cellulaire et moléculaire, donc j'ai travaillé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique et en particulier 12 ans jusqu'à récemment à la gestion de projets complexes, coûteux, internationaux, multidisciplinaires, qui m'ont appris beaucoup et en particulier qui m'ont appris que ces projets, même si on fait de la bonne science, même si on a un projet qui avance bien, etc., il faut toujours convaincre et en particulier, il faut convaincre les gens qui investissent dans le projet. Donc, il faut parler leur langage. Donc, pour piloter quelques projets qui soient, un projet environnemental ou un projet de pharma, il faut constamment convaincre ces investisseurs et le capital confiance qu'on va avoir va permettre de continuer ou va rendre les conditions d'avancement du projet plus difficiles. Bienvenue, installez-vous. La salle se remplit, c'est très sympathique. Donc voilà, moi j'ai monté une entreprise qui s'appelle Greening Consulting et on accompagne les organisations, des entreprises, des institutions ou des associations dans la transition environnementale avec justement cet objectif de durabilité. Prenons soin de votre futur
Et on s'est rapidement rendu compte justement qu'il fallait convaincre sur ce point-là aussi pour que les accompagnements soient durables. Voilà. Et puis quand Géneract s'est créé, donc j'ai rejoint l'association comme bénévole, comme certaines de ceux qui sont dans la salle. Et puis c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Donc, la conviction que je vais essayer de vous partager, c'est que si on veut faire de l'économie régénérative, il faut à un moment qu'on utilise l'économie comme levier. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des experts en économie, mais ça veut dire qu'il faut être capable de parler aux experts en économie. Je connais quelques entreprises où la responsable ou la responsable RSE n'arrive pas forcément à parler aux autres directions de l'entreprise, et bien là, les choses se mettent pas en place. Hein. Donc, il faut arriver à parler, comme dans la gestion de projet en général. Alors, tout d'abord, la première chose dont on peut être conscient, c'est que économie et écologie, c'est très très proche hein, et étymologiquement. L'écologie, ça vient du grec oikos, qui veut dire maison, même racine que économie, et puis logos, qui veut dire étude science, et puis pour le côté économie, c'est le mot nomos, qui veut dire administration, loi, etc. Donc on a l'écologie qui définit le cadre et qui étudie le fonctionnement de la maison commune, hein, donc la biosphère, l'écosystème, mais on peut parler aussi d'écologie de l'entreprise, hein, et donc qui étudie les règles de son fonctionnement, qui fait l'inventaire de ce qui est disponible et comment ça se connecte. Et puis à côté, on a l'économie qui réfléchit à comment administrer cette maison commune et comment choisir des actions à mener à l'intérieur de ses limites. Alors finalement, au moins au départ, et d'ailleurs avant, je pense que la technologie et l'accès à une énergie abondante nous permettent de croire à un moment que nous pouvions nous dispenser de l'environnement, mais pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, l'économie et l'écologie ont été intimement liées, puisque tout fonctionnait au rythme des récoltes, etc. Donc, il n'est pas impossible que les deux arrivent à se réconcilier à nouveau. Par contre, il y a quand même quelque chose, c'est Jean Tirole dans son livre sur l'économie du bien commun qu'il rappelle dans l'introduction, il y a quand même un souci. Vous voyez, quand un médecin vous prescrit un traitement, le traitement va peut-être avoir quelques petits effets secondaires, peut-être, je sais pas, des nausées ou des irritations, mais vous allez avoir un bénéfice clair pour votre santé. Donc, vous acceptez les effets secondaires. Par contre, quand un économiste vous prescrit un traitement, c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont recevoir les bénéfices du traitement et d'autres qui vont avoir les effets secondaires. C'est pour ça que souvent, pour beaucoup de gens, l'économie n'est pas vraiment acceptable. Alors, on va commencer par aborder cette question par la théorie de la valeur. Qu'est-ce qui fait qu'un bien qu'on va mettre sur le marché va avoir une valeur? Soit une valeur d'usage, soit une valeur d'échange, si on l'échange contre d'autres biens. Ça, c'est important parce que si on pense à toutes ces composantes, eh bien, on va pouvoir après les transposer en réfléchissant à la valeur environnementale. Alors, la première chose qu'on a, c'est le service rendu. Alors, oui, j'ai la souris. Tout le monde voit la souris qui se déplace. Oui, très bien. Le service rendu que j'ai représenté par cette petite clé à molette là. Et en fait, dès le début des théories de l'économie, Adam Smith pense et dit très clairement que le service rendu permet au marché de s'ajuster sur justement le bien commun, le bien qui va être apporté par ce produit de l'économie. Ce qui va se passer, c'est que plus tard, les penseurs de l'économie vont substituer le terme de bien commun par le terme accumulation de richesse, ce qui donne un sens un petit peu différent, évidemment, au raisonnement d'Adam Smith. Et puis, plus tard, beaucoup plus tard, en particulier dans la dernière moitié du XXe siècle, des économistes comme Hayek vont fonder les théories néolibérales en plaidant sur le fait que la valeur doit s'ajuster elle-même, soit par la main invisible, soit par d'autres mécanismes économiques, et finalement ne plus être forcément liée à la valeur qu'elle apporte à la société. Et peut-être que c'est cette déconnexion qu'il faut considérer et essayer peut-être justement de reconnecter l'économie à ce service rendu. Alors évidemment, on est conscient aussi que ce soit pour produire du pain ou un collier de perles, le capital joue un rôle important, hein, donc les machines, les usines pour travailler. Et
puis vous savez évidemment qu'il y a évidemment des penseurs de l'économie qui ont aussi ajouté à la réflexion que c'est le travail des ouvriers qui donne de la valeur à ces biens. Et puis, on ne peut pas non plus négliger le fait que la matière première va influer sur la valeur. Donc, le collier de perles avec des perles sur leur rareté, et puis le pain qu'on produit, là, avec le coût de la farine, qui peut varier avec les coûts du marché. Bon, ça reste relativement simple, mais il y a d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Un peu plus tard dans l'histoire de l'économie, on a un certain nombre d'économistes, Menger, Stanley, Jevons, Walras, qui considèrent que la valeur d'un bien, finalement, va être davantage dans sa désirabilité que dans sa valeur d'usage. Ils se demandent effectivement, parce que si on considère la valeur d'usage, l'eau est plus précieuse que les diamants, évidemment. On a plus besoin d'eau. Mais par contre, le diamant ou le collier de perles a une plus grande désirabilité. Donc là, on commence à avoir une petite dérive qui est que, bah, évidemment, si on pense la désirabilité, on va pouvoir fausser la valeur des biens et qui va nous amener à la situation actuelle. Et puis, alors, il y a une autre idée très intéressante qui est introduite par Schumpeter, qui est l'idée que c'est l'innovation qui va créer de la valeur dans l'économie et stimuler la compétition et créer de la nouvelle valeur. Alors c'est intéressant pour nous parce que justement, il faut qu'on arrive à comprendre et à intégrer, à faire intégrer à l'économie que la valeur environnementale, la valeur régénérative, c'est de l'innovation créatrice. Et vous avez vu que cette année, on a plusieurs prix Nobel d'économie, enfin l'équivalent du prix Nobel, qui ont été décernés à Philippe Aghion pour le français et puis ses collègues, pour justement une réflexion sur cette destruction créatrice. Et donc, il faut qu'on arrive à intégrer cette réflexion. C'est comme ça que pensent les économistes. Il faut qu'on arrive à intégrer ça dans dans la façon dont on vend cette économie régénérative. Donc là, on a tous ces facteurs qui se conjuguent pour donner de la valeur à un bien dans le système économique. Et si on est une entreprise, qu'on fabrique de la bière, qu'on fabrique des services informatiques, qu'on fabrique des automobiles, on va avoir tous ces facteurs à des degrés divers qui vont intervenir pour donner de la valeur. Et sur chacun de ces facteurs, ça peut devenir des leviers pour penser de l'économie régénérative. On va pouvoir essayer de rendre désirable cette économie régénérative, par exemple en évoquant des problèmes de santé avec l'alimentation saine. On va pouvoir rendre désirable le service rendu, puisqu'on va rendre des services à la planète, donc au bien-être des populations. On va pouvoir rendre désirable la dimension du capital ou la dimension des ressources, parce que si on fait appel à du renouvelable, alors que justement les autres ressources sont en train de s'épuiser, on va générer pour cette économie une source plus stable de matières premières. Et il y a également, pour ce qui est de la valeur ajoutée, de la valeur travail, eh bien, au lieu d'être en compétition sur les ressources de la valeur travail, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle l'économie de l'alliance, c'est-à-dire qu'on va mutualiser des ressources entre acteurs de l'économie pour s'entraider plutôt que d'être en pure compétition. Et puis alors, on va avoir, si on arrive à mettre en place, par exemple par l'éco-conception, des innovations avec des matériaux biosourcés, par exemple, on va pouvoir à un moment défendre la valeur de ces biens sur cette base-là. Et puis, on a une dernière, oui, j'avais pas parlé du soutien de l'État dans la diapo précédente, j'y reviens. Il y a sur la valeur d'un bien, ben maintenant, on sait qu'il y a aussi le soutien de l'État à la consommation avec l'économiste Keynes, qui a, en réponse à la crise de 29, ou justement, surtout pas de soutien de l'État pour les néolibéraux. Donc là, il est clair que pour les problèmes environnementaux, l'encouragement des bonnes pratiques et l'encadrement des pratiques par la législation et par l'État va jouer un rôle particulièrement important. Donc on a tous ces leviers qu'on peut déduire par la théorie de la valeur pour donner de la valeur aux efforts qu'on va faire pour transformer notre économie. L'autre chose, oui, oui. Masquer. Est-ce que tu peux appuyer sur masquer, comme ça on verra l'écran en bas à droite. Ah oui, ça.
À Sur la droite. droite, comme ça. Ouais, ou si tu veux le remettre. Ouais, un peu plus à droite. Tu fais à Vous gauche. pouvez le masquer, hein, tu peux masquer sur un masque, c'est bon. C'est ok maintenant. Masqué, là. Ça y est. Yes. Ça aide pas d'être un peu sourd, hein. Alors, oui, on a en fait, c'est ça le principal problème environnemental. On a tout un tas de coûts cachés dans l'économie que jusqu'à présent, on a pris l'habitude de ne pas prendre en compte. Il y a la question des déchets et des pollutions. Si toutes les entreprises devaient payer intégralement, c'est en partie la collectivité qui prend en compte le coût des déchets des pollutions, même si de plus en plus les entreprises doivent le prendre en compte en participant notamment financièrement aux filières REP. On a comme coût caché de l'économie, on a le problème qu'on a la désirabilité de certains biens qui va être totalement déconnectée de leur utilité et qui va amener à surconsommer et à utiliser des biens qui sont finalement néfastes pour nous. J'ai représenté là un hamburger. On a comme coût caché, on a tout l'argent de l'économie qui est consacré à des lobbies et qui peut amener même à avoir d'autres coûts cachés, à mettre en danger le pacte social, puisqu'on va finir par perdre confiance dans le politique. On a le coût de la désinformation qui s'impose de plus en plus également dans les marchés économiques. Comme coût caché, on a pour certains secteurs de l'économie la main-d'œuvre bon marché qu'on va aller chercher parfois très loin, la précarité, parfois les accidents du travail, et même voire pour certaines filières de réelles conditions d'esclavage. On a comme coût caché également l'innovation qui est de plus en plus énergivore. On peut penser à l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais de façon générale, dans les 50 dernières années, l'innovation s'est appuyée sur un accès à l'énergie qui était libre et abondante, mais simplement, on est arrivé à de telles consommations d'énergie qu'aujourd'hui, ça devient un coût important pour l'économie. Et puis, on est confronté également à l'épuisement des ressources. En termes d'épuisement des ressources, il y a des choses très très concrètes, hein. On dira c'est dans le futur, mais on estime que dès 2027, l'économie mondiale ne fournira pas assez de cuivre pour tous ses besoins. Dès 2027, une partie du cuivre devra être fournie par recyclage parce que les besoins augmentant sans cesse, on ne pourra plus en fournir assez. Donc on est très concrètement confronté à tous ces coûts cachés dans l'économie. Et le gros problème, c'est que les acteurs économiques ne sont pas forcément prêts à l'entendre parce que justement, du fait que souvent ces coûts sont cachés, ils ne sont pas prêts à considérer leur valeur. Donc ça fait partie aussi de notre travail quand on accompagne les entreprises ou quand on milite pour l'économie régénérative, de comprendre que ces coûts cachés, eh bien, ils vont avoir de la valeur parce que si on va dans de la régénération, on va essayer d'empêcher ces coûts cachés. On va prendre l'exemple de l'alimentation. Dans bien des cas, la valeur des produits alimentaires, par exemple les produits sortis de l'industrie agroalimentaire, ne prennent pas en compte toutes ces externalités négatives. On ne prend pas forcément en compte l'eutrophisation des sols, mais je vais vous donner un exemple. On a cette question de désirabilité qui est totalement déconnectée et de l'utilité et des impacts pour la santé. On a les politiques qui sont dominées par des lobbies, toujours. On a notre santé qui est en danger par certains des produits, par la présence de pesticides dans certains produits, par la présence d'additifs qui ne sont pas sains non plus pour la santé. On a aussi l'équation des rails parce que l'alimentation animale qui est surabondante ou la surpêche vont causer de la déforestation ou de la destruction des écosystèmes marins. Et puis on a aussi bien dans l'agriculture que dans la pêche des problèmes sévères de rémunération. Donc en fait, tout le système alimentaire est vraiment plombé par ces coûts cachés et je vous montrerai un petit calcul tout à l'heure qui l'illustre. Donc en fait, ça veut dire que, oui, j'ai représenté les composantes de la valeur dans l'économie et tous ces coûts cachés.
Et en fait, tout ça, il faut vraiment qu'on arrive à informer les acteurs économiques sur ça, et dans plusieurs domaines. On pense évidemment tout de suite à la question des biens et des services. Est-ce qu'on produit ces biens et services pour le bien commun ou pour accumuler des richesses, ce qui nous amène à la surconsommation et donc la destruction des ressources? Mais il n'y a pas que les biens et les services. On voit aujourd'hui dans nos sociétés à quel point l'information est également un produit de valeur dans l'économie. Est-ce qu'on produit de l'information pour la recherche de la vérité ou pour servir des intérêts particuliers? L'actualité en est pleine. Donc on a ici aussi des travers importants avec l'économie de l'attention, l'infobésité, les fake news. Sur les questions environnementales, on a les problèmes de surexploitation des ressources. Et puis, même sur les questions sociétales, ça c'est très important à comprendre aussi, dans notre économie, toute notre société repose sur un pacte social, et notamment un pacte social où il est implicite qu'on entretient ses biens communs. Or, de plus en plus, on a cette tendance dans la société à penser que les projets politiques sont au service des intérêts particuliers. Donc, on arrive sur des politiques de la défiance ou de l'insécurité. Dans tous ces domaines-là, on peut trouver de la valeur, et on peut trouver de la valeur régénérative pour l'économie. Alors, on va dire un petit mot sur la tragédie des communs. En fait, ce qu'on appelle en économie la tragédie des communs, et donc l'environnement, ça fait partie des communs, c'est un bien commun. Quand un bien est partagé par tous, eh bien, en fait, la logique individualiste veut que chaque individu peut avoir un intérêt personnel à s'approprier une partie de ses biens. Évidemment, la somme de toutes les appropriations va amener à ce que le bien commun soit saccagé. Alors, ça peut être quelque chose d'aussi simple que le papier dans l'imprimante de l'entreprise, où tout le monde est allé imprimer sans remettre du papier et de l'encre, et des cartouches d'encre, ou ça peut être toute la question environnementale. Alors, je vais vous prendre un exemple qui est assez intéressant. C'est la question du thon rouge, qui a failli disparaître, puis qui a été sauvé parce qu'on a introduit des quotas. En 1996, donc il y a 30 ans, les scientifiques alertent le monde de la pêche que le thon rouge est en voie d'extinction à cause de la surpêche. Personne ne les écoute. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la mode des sushis qui a démarré dans ces années-là, les pêcheurs ont été incités à aller chercher beaucoup plus de thon puisqu'il avait beaucoup plus de valeur. Et en fait, ils se sont équipés de navires de 45 mètres de long avec des sonars qui pouvaient traquer les thons. En plus, les thons, ils ont un trajet de migration qui passe par le détroit de Gibraltar, donc il y a un endroit où on peut les attendre pour les choper. Et donc des navires géants avec des sonars, des scènes capables de capturer d'un seul coup tout un banc. Et donc, cette amélioration technologique dans la capture du thon a amené dans les années 90 à ce que la population de thon décroisse très rapidement. Le thon, c'est un super prédateur des océans qui peut faire jusqu'à 700 kilos. Et en fait, on n'écoute pas les scientifiques, même si le thon est mis sur la liste rouge des espèces en danger. Et ce qui se passe pendant 10 ans, c'est que la surpêche épuise petit à petit les populations de thon. Et 10 ans après, en 2007, les pêcheries, là, sont prêtes à entendre parce qu'elles ne sont plus rentables, il n'y a plus assez de thon, et les individus restants sont trop petits, ils font pas 700 kilos, ils font plus que 30 kilos, les thons qui sont pêchés. Donc là, la filière est capable d'entendre qu'il y a un problème avec le commun qui a été trop pillé. Ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, on se met tous autour de la table et on fixe des quotas. Et en fait, on fixe le quota de pêche, le quota annuel de pêche du thon rouge à 13 500 tonnes, ce qui fait quand même une sacrée quantité de thon, mais c'est une réduction de 50% des tonnages. On interdit la capture en dessous de 30 kilos, et évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Pendant quelques années, il faut que les gendarmes montent sur les bateaux de pêche pour vérifier. 14 ans plus tard, le thon rouge sort de la liste rouge des espèces en danger. Donc là, on a sauvé non seulement, avec les quotas, on a sauvé non seulement la filière, mais on a sauvé également l'espèce. Le problème, même si c'est quand même un des rares exemples où on a réussi à mettre en place une politique qui permet et de sauver la filière et de sauver la biodiversité, mais le problème, c'est que les quotas ont été attribués
en fonction des quantités de pêche au jour J. Du coup, aujourd'hui encore, 80% des quotas sont attribués aux industriels qui faisaient de la surpêche à l'époque et pas aux petits pêcheurs. Donc, il y a les tribunaux qui attaquent l'État français sur l'injustice de ces quotas. L'affaire est en cassation, mais ça pose une réflexion intéressante. Comment on attribue justement ces quotas aux acteurs économiques? Il y a un autre phénomène qui est assez intéressant quand on y réfléchit avec toutes les implications systémiques qu'il va avoir, c'est que comme les acteurs de la filière ont un quota, ils sont limités à un certain nombre de tonnes de poissons, mais c'est mesuré au moment où ils les capturent. Donc ils capturent les thons et après ils les mettent dans des fermes où ils les font engraisser. Et pour les engraisser, ben, il faut aller chercher énormément de matières premières, de poissons, pour les nourrir. Donc ça leur permet de faire un bénéfice par rapport à ça. Alors, quelles leçons intéressantes à en tirer pour l'économie et la gestion des communs? D'abord, la première chose qui sort évidente, mais qui n'est pas évidente pour tout le monde en politique et en économie, hein, c'est la nécessité d'une régulation forte des communs. Il faut qu'il y ait ce régime de propriété commune réglementée qui là a pris la forme des quotas. La deuxième conclusion importante, c'est l'importance de la transparence. Pour se mettre d'accord sur ces quotas, il a fallu faire des modèles biologiques où on a pu démontrer qu'en limitant à 13 500 tonnes, on laissait les poissons se reproduire, etc. On a également des mesures d'accompagnement social et économique qui sont nécessaires dans les filières pour aider à l'arrêt ou à la reconversion. Ça se produit beaucoup en ce moment avec la filière viticole et les problèmes de sécheresse. Il y a des aides pour arracher des vignes. Ensuite, on a rendu cette pêche plus durable, mais pour penser la régénération, on voit bien avec l'exemple donc là de ces fermes de thon, une fois qu'ils sont capturés, on voit bien que ça nous oblige quand même à penser toute la systémique de la pêche et que viser une abondance et une résilience de l'écosystème et de ceux qui l'exploitent, ça ne se limite pas simplement à compter le nombre de thons rouges, mais à réfléchir à toute la filière. Euh, Ensuite, la traçabilité, c'est super important parce que les quotas, donc, ils créent de la rareté, donc ils créent de la valeur. Et cette valeur, en fait, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour financer justement la gestion et la régénération? Et puis également, vous avez vu avec le procès que font les petits pêcheurs qui s'estiment lésés par ces quotas, on comprend forcément qu'il faut intégrer des critères sociaux et environnementaux dans l'allocation de ces quotas. Ça a quand même une valeur, le travail des petits pêcheurs par rapport à la pêche industrielle. Alors, tous ces quotas, toute cette réflexion qu'il y a sur le thon là, est-ce que justement on ne peut pas l'appliquer à d'autres communs, à l'air, à l'eau, au sol, à l'information, etc. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Donc, oui, non, 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 ok, parfait. Euh, je reviens sur cette histoire de coûts cachés. Est-ce qu'on n'a pas des signaux forts qui nous montrent que les coûts cachés causent un réel problème dans l'économie? Et que je vais poser avec cette question simple mais inquiétante. Sommes-nous au bord de l'effondrement? Est-ce que les coûts cachés menacent l'économie à tel point qu'il faut s'en préoccuper? Je pense que l'audience ici est au courant de la notion de limite planétaire. Parmi les 9 limites planétaires qui sont des critères d'habitabilité de la planète, on considère aujourd'hui qu'il y en a 7 qui sont franchis. Je vais pas détailler la diapo parce que l'heure tourne, mais pour chacune de ces limites planétaires, il y a des coûts très très importants en termes d'habitabilité de la planète et en termes de coûts pour l'économie et de coûts pour la santé. Donc, derrière chacun de ces coûts et derrière chacune de ces limites planétaires, c'est là qu'on va pouvoir penser la régénération. Par exemple, dans des régions de France où sévit la sécheresse, il va falloir que les politiques publiques et que les acteurs économiques reconnaissent que faire des économies d'eau, ça a une valeur extraordinaire, particulièrement à cet endroit-là. En Corse, les nappes phréatiques sont tellement basses
qu'on se demande si elles vont pas se faire envahir par l'eau salée, auquel cas le sol ne serait plus cultivable du tout, hein. Donc on est quand même au bord d'un point de rupture. Donc là, il y a de la valeur. Alors, un exemple concret de limite planétaire, c'est ce qui se passe en ce moment aux Pays-Bas. Ils font face à une crise de l'azote, ils appellent ça la Stikstof crisis. Et ça, c'est le résultat de décennies d'agriculture intensive dans un pays qui est petit, très densément peuplé, et qui a pratiqué particulièrement l'agriculture intensive, puisqu'ils sont, en termes de valeur, un des plus grands exportateurs mondiaux agricoles. Et ça repose sur une densité de bétail par hectare, la plus élevée de toute l'Union européenne. Ça a amené, évidemment, par le lisier et par donc les déchets de l'élevage, à avoir un excès d'azote dans les sols, et notamment la production d'ammoniac issu des lisiers. Et en fait, au niveau européen, pour préserver les espaces naturels, on a une règle qui impose de limiter le taux d'azote dans les sols. Et donc là, les Pays-Bas sont confrontés à cette limite, puisque aujourd'hui, les sols sont tellement saturés qu'ils ne peuvent plus continuer cette eutrophisation des sols. Et là, il y a une crise qui est une crise économique et une crise sociétale importante, puisqu'ils sont obligés de fermer des énormes exploitations d'usage intensif, d'élevage intensif. Chose auxquelles on pourrait être confronté en France aussi. Vous avez entendu l'histoire des algues vertes en Bretagne, hein, donc en ce moment, c'est géré par l'évacuation des algues vertes, qui sont le produit de l'eutrophisation des sols et des eaux, hein, mais en tout cas, aux Pays-Bas, ils sont arrivés à un point de non-retour. Et ça, c'est parce que, pourtant, ils ont des avertissements depuis des années, mais ils ont laissé la situation s'aggraver jusqu'au moment où ils ne peuvent plus agir. Et puis, bon, j'imagine qu'on peut aussi un peu accuser l'Europe qui a fixé ses limites, mais qui sont là pour protéger les espaces naturels. Deuxième chose qui est assez intéressante à considérer, qui est quand même assez difficile à expliquer, j'ai fait l'exercice de l'expliquer lors de séminaires de sensibilisation avec des dirigeants d'entreprise. C'est un travail qui a été réalisé par l'INSEE sur les comptes de la France en 2023. Alors, vous savez que quand on regarde le fonctionnement de l'économie, il y a un premier facteur qu'on peut regarder qui est le produit intérieur brut. En gros, le produit intérieur brut, c'est tout l'argent qu'on brasse. Et plus le produit intérieur brut monte, plus il y a de la croissance, plus les économistes sont contents. Mais le produit intérieur brut, c'est tout l'argent qu'on brasse, mais ce n'est pas le meilleur indicateur. Il y a un indicateur qui est plus intéressant qui est là, c'est le produit intérieur net. Le produit intérieur net, c'est le produit intérieur brut moins le capital qu'on a dépensé pour produire toute cette valeur. Il y a des machines qui sont devenues obsolètes, il y a des choses qui ont été détruites, etc. Donc le produit intérieur net, c'est le produit intérieur brut, moins tout ce qui a été dépensé pour faire vivre cette économie. Donc il est évidemment une valeur plus faible. Et en fait, ce que l'INSEE a fait, c'est de dire, ce produit intérieur net, peut-être qu'on ne le calcule pas de la façon la plus juste, parce que ce produit intérieur net, là, donc 2,3 milliards d'euros, on l'a produit en générant 403 millions de tonnes de CO2. Et ces 403 millions de tonnes de CO2, ils vont contribuer à une certaine proportion au dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique, il va contribuer à des dégâts environnementaux. Des dégâts à la fois en termes, par exemple, de catastrophes naturelles, donc par exemple des dégâts assurantiels. Et là, dans cette étude de l'INSEE, ils ont estimé que les dégâts environnementaux futurs causés, donc les dégâts qui vont être causés à l'économie en fait, hein, puisque ce qui est détruit, il faut le reconstruire, ces dégâts environnementaux, ils les ont estimés à 150 et quelques euros la tonne. Et donc, si on fait ça, le produit intérieur net est amputé de 94 milliards d'euros. Donc ça, c'est déjà une façon de reconnaître que ça représente à peu près, là l'échelle démarre pas à zéro, hein, donc c'est une façon ça fait à peu près 5%, entre 4 et 5% du produit intérieur net. Donc on a déjà 4 et 5% de ce produit intérieur net qui est perdu à cause des dégâts qui vont être engendrés par ne serait-ce que l'impact carbone. On ne compte pas d'autres coûts comme la biodiversité, etc.
Et la deuxième partie du schéma est beaucoup plus inquiétante parce que avec ce produit intérieur net, c'est pas de l'argent, c'est pas que de l'argent qu'on a gagné, hein. Il faut soustraire la consommation des ménages, toutes les formes de consommation. Et une fois qu'on a soustrait tout ça, tout cet argent de l'économie, il y a quelque chose qui s'appelle l'épargne. L'épargne, c'est l'argent qu'on a vraiment gagné dans l'économie française, l'argent qu'on a au bout de l'exercice 2023, il est de 68 milliards d'euros. Donc ça, c'est 68 milliards d'euros qui est gagné par la communauté, donc sous forme de l'épargne que nous, on a eu en tant que salariés ou autre, l'épargne que les entreprises ont mis de côté, etc. Donc officiellement, c'est 68 milliards d'euros. Mais l'exercice que l'INSEE a fait, c'est de se dire, non, en fait, on n'a pas gagné 68 milliards d'euros, puisque en fait, à cause des 403 millions de tonnes de CO2, on va générer des dégâts. Et là, les dégâts, ils les ont comptés beaucoup plus importants que sur le produit intérieur net, parce que là, on compte vraiment la valeur qu'on a créée ou qu'on a perdue. Et donc, ils ont compté le coût social du carbone, donc tous les dégâts dans la société du carbone, plus les coûts qu'on va avoir d'adaptation parce que notre budget carbone se restreint. Et là, du coup, eux, ils considèrent que on a perdu, ou on doit perdre, avec les dégâts qu'on va causer et les coûts d'adaptation, on va perdre 200 milliards d'euros. Donc, en 2023, l'économie française pense avoir gagné 68 milliards d'euros, mais en réalité, on a tous collectivement perdu 130 milliards d'euros. Je vois à vos têtes que c'est pas le concept n'est pas complètement évident, hein, mais vous voyez, en tout cas, alors après sur le calcul à combien on estime le coût du carbone, etc. Évidemment, ça peut varier, mais vous voyez que on passe de l'impression d'avoir gagné de l'argent dans notre économie à un calcul qui nous dit non, on est en train de détruire notre valeur. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui, avec ces coûts cachés dont je parlais tout à l'heure, on a une économie qui s'autodétruit. OK? Et si on fait l'exercice de rajouter d'autres coûts du carbone, les coûts sur la santé, les coûts sur la surmortalité à cause des événements climatiques extrêmes qui vont se produire, on peut même descendre encore plus bas et dire qu'on a perdu 260 milliards d'euros. C'est la petite flèche qui est à droite. Donc on peut être encore plus pessimiste. Donc avec ça, alors c'était la première fois que l'INSEE faisait ce genre de calcul. Ils appellent ça les comptes augmentés. Mais si ce genre de compte entre dans la culture, ben, on va réaliser que notre économie, ben, elle ne crée pas de la valeur. Et après, on peut se demander pourquoi on est en crise économique, pourquoi on n'a plus de croissance, etc. Un autre facteur intéressant d'économie, de signe d'effondrement, de risque d'effondrement de l'économie, c'est ce qu'on appelle le PER de Shiller. Donc Shiller, c'est un économiste qui a fait cette courbe. Alors, elle est faite à la bourse de New York. C'est pas bon, le calcul sont pas faits sur les bourses européennes qui ont pas pour tout un tas de raisons, ont pas le même genre de rapport. Donc là, on fait le rapport entre donc PER, ça veut dire Price Earning Ratio, donc le ratio entre le prix d'une action, combien elle coûte à ceux qui l'achètent, et earning, combien elle rapporte. D'accord? Donc si l'action vous coûte très cher et vous rapporte peu, c'est quand la courbe monte. Là. Et en fait, cette courbe, vous voyez là, chaque fois qu'elle monte, ça correspond à des cracks économiques. La valeur des actions devient trop chère par rapport à ce qu'elle rapporte et l'économie s'effondre. Et en fait, presque tous les pics, vous voyez, dans l'histoire récente de l'économie, correspondent à des cracks. Et en fait, ce qui est particulièrement préoccupant, moi, il y a plein de petits cracks qui sont produits dans les dernières années, hein, donc certains très importants, comme le crack des subprimes, et qui ont été un peu contenus en ajoutant des règles de protection dans l'économie. Mais en fait, ce qui est particulièrement préoccupant, ce que vous voyez, c'est que la valeur reste très très haute. Et ça, c'est une indication qu'il y a une bulle qui peut exploser. Je pense que tout ça, c'est des indices qui nous montrent que les coûts cachés de l'économie sont en train de montrer
de montrer leurs limites. Qu'est-ce que nous apprend l'histoire des différents effondrements de civilisation ou autres? C'est que on évite un effondrement avec des réponses politiques adaptées. Chaque fois qu'il y a eu des effondrements de civilisation dans le passé, on fait toujours l'analyse qu'il y a des politiques inadaptées qui ont été appliquées. Et là, aujourd'hui, ce dont on doit convaincre nos acteurs économiques, c'est que ce mythe de la croissance infinie basée sur des dépenses énergétiques excessives, il tient plus, et qu'il faut accepter qu'il doit y avoir de la décroissance, pas de la décroissance de toute l'économie, mais la décroissance des acteurs économiques qui sont néfastes. On doit reconnaître que l'horizon temporel de la politique est trop court et que les politiques sont impuissants. Pour ça, je pense qu'on peut s'appuyer beaucoup sur les collectivités locales. On peut reconnaître que notre dépendance aux énergies fossiles, qui ont de moins en moins de rendement, qui ont de plus en plus de coûts cachés, est problématique. Et ça, les économistes commencent à en prendre conscience. Ils appellent ça des actifs échoués. À un moment, aujourd'hui, avoir investi de l'argent dans le fossile, ça rapporte beaucoup, mais il y a un moment où ça va s'effondrer, quand le fossile ne sera pas possible. Et à quel moment on se rend compte que l'argent qu'on a investi ne vaut plus rien? Ça s'appelle un actif échoué. Moi, je travaille dans l'industrie pharmaceutique et en fait, il y a un truc qui s'est passé dans les années 2010, c'est que les brevets s'effondraient. C'est aussi un actif qui perdait toute sa valeur. Tant que on a un brevet sur un médicament, on peut le vendre très très cher. Et puis un jour, une date quoi, à minuit, le brevet expire et là, n'importe qui peut faire des génériques. Et là, tout d'un coup, c'est le moment où on gagne le plus d'argent et tout d'un coup, ça vaut plus rien. Donc ça, cette notion d'actif échoué dans l'économie, les acteurs économiques sont de plus en plus conscients que le fossile en devient un. On a ce problème d'externalisation des coûts cachés de l'économie qui est aujourd'hui porté par les collectivités. Donc il faut arriver, que les entreprises arrivent à financer cette restauration. On a ce culte de la performance, vous avez tous entendu parler, qui nous rend finalement très vulnérables tout au long de la chaîne de valeur. Donc il faut pouvoir évaluer le retour sur investissement de la pérennité ou de la robustesse plutôt que la performance. Et puis, si on va sur les questions plus sociétales, on a ce problème d'infodémie et de polarisation de la société qui vont avoir un coût social extraordinaire. Donc redonner du sens, ça aussi, ça doit avoir de la valeur dans l'économie. Donc là, à tous ces niveaux-là, il faut que les acteurs économiques se mettent ensemble pour retrouver de la valeur dans tout ça. Ça va, j'ai perdu personne? C'est bon? C'est clair? Tout le monde est d'accord? Sauf certains acteurs économiques. Donc, les solutions, on les connaît. On connaît, et en fait, on a souvent tendance à penser qu'il n'y a qu'une seule solution à la fois. Mais il faut les conjuguer tous. On a la sobriété. Vous savez que la sobriété, c'est pas forcément se priver de choses dont on a besoin, mais se priver de limiter le superflu. Dans la sobriété, il y a aussi cette notion d'économie du partage. Est-ce qu'au lieu d'être en compétition sur des ressources, on va se mettre à les partager? Et puis, il y a cette question du réemploi, qui est hyper importante. Il y a de plus en plus d'acteurs économiques, en tout cas ceux avec qui je discute moi, qui sont de plus en plus conscients de la valeur du réemploi. Ne serait-ce que parce que tout est cher, et le réemploi, c'est moins cher. Donc, ça va être le réemploi des matières premières, hein, mais ça va être aussi, là, je travaillais avec un acteur du culturel, le réemploi des costumes d'hôtesses qui vont accueillir pour l'événement culturel. Eh bien, ils font appel à des filières de réemploi au lieu d'acheter des costumes neufs, et puis ça permet de mutualiser les coûts. Donc ça, c'est la sobriété. On a l'efficacité avec l'optimisation énergétique. On essaie de décarboner toute notre économie. Mais on est aussi dans l'efficacité, c'est aussi récupérer, par exemple, récupérer la chaleur fatale. Je l'ai mis dans l'efficacité, c'est l'éco-conception, c'est-à-dire de produire le même bien, mais avec des matières différentes. Hein. Par exemple, il y a quelques années, on discutait avec un acteur du dispositif médical qui produit des accessoires jetables en plastique pour les salles d'opération. Est-ce qu'au lieu du plastique, on peut le faire en bambou? Est-ce que l'acheteur va être prêt à acheter quelques centimes de plus
pour quelque chose qui est en bambou, donc une matière renouvelable au lieu d'être fossile. Et puis dans l'efficacité, il y a les réparations. C'est de plus en plus pris en compte. Alors d'abord parce que l'Europe impose un indice de réparabilité à de plus en plus de filières, mais également parce qu'on se rend compte qu'avec l'épuisement des matières premières, ben, réparer, c'est mieux que jeter. On a la substitution, donc remplacer le renouvelable par le renouvelable, le biosourcé, le durable. La question du report modal dans les transports, et puis le recyclage. Et puis on a un quatrième volet, hein, qui est la régénération, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La régénération, c'est d'abord préserver les ressources. Ça coûte moins de les préserver que de les restaurer. C'est aussi trouver des moyens de séquestrer le carbone. Alors, pas forcément avec des pompes géantes, hein, ça peut se faire avec le vivant. La régénération, c'est aussi recréer des circuits courts parce que pour toutes ces options-là, les entreprises ne sont pas forcément équipées pour faire ça toutes seules. Elles ont besoin de circuits locaux pour le faire. Puis la régénération, c'est aussi des solutions fondées sur la nature, qui est un sujet particulièrement intéressant. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs économiques qui s'approprient ces questions. Moi, j'étais quand même assez surpris, par exemple, sur la question du réemploi. Dans le domaine culturel, j'ai pas l'impression qu'il y a 10 ans, c'était quelque chose qui était très pratiqué. Et ça commence à devenir une évidence. Donc voilà, il y a quand même le monde qui bouge là-dessus. On a beaucoup de leviers qui sont disponibles. Le politique, même si souvent politique varie, bien folle et qui s'y fie, hein, mais avec ce pacte vert européen qui est un petit peu en danger en ce moment, avec cette notion de quota carbone et de crédit carbone. Alors, les quotas carbone, c'est obligatoire pour les pollueurs, et les crédits carbone, c'est quelque chose de volontaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en créant la notion de quota carbone et de crédit carbone, qui maintenant est mondial, hein, il n'y a pas que le marché européen qui le fait, euh, on donne une valeur au carbone. C'est la première fois parce que quand je vous ai parlé de ce rapport de l'INSEE, par exemple, et qu'on a mis la valeur du carbone à 150 euros la tonne, il y a des gens qui haussent les sourcils et se disent c'est quoi ce chiffre? Bah, aujourd'hui, sur les marchés du carbone, on voit des valeurs qui montent, hein, et il y a pas mal de gens qui sont d'accord pour estimer que la tonne de carbone, d'ici quelques années, elle vaudra 150, 200 euros. Aujourd'hui, sur le marché du crédit carbone ou des quotas carbone, on est plutôt à 40 euros la tonne. Et ça, pour les crédits carbone, ça peut être beaucoup moins si c'est des projets qui sont pas trop fiables. Donc ça, c'est intéressant. Pas parce que non seulement ça injecte de l'argent dans l'économie pour la régénération, mais aussi parce que ça aide. C'est plus des coûts cachés là. Ils arrivent vraiment dans les équations économiques. On a cette question de l'éventuelle taxe carbone. Et je crois que j'ai vu passer la nouvelle récemment que certains députés ont obtenu que la TVA soit à 5% pour certaines activités de l'économie circulaire. 5% au lieu de 20%. Donc là, ça aussi, ça donne de la valeur. C'est très récent ça. On a le juridique qui nous aide beaucoup avec le droit de l'environnement, avec le principe de précaution, avec de plus en plus de jurisprudence. Hein. Vous avez vu par exemple que Total a été condamné pour greenwashing. Ils n'ont plus le droit de dire qu'ils ont totalement décarboné leurs activités. On a la science qui va nous aider avec l'innovation, avec les technologies vertes, avec les notions de robustesse, mais aussi les notions de coopération qui nous viennent du vivant. On a l'économie, bah, qui est le sujet d'aujourd'hui, donc on va continuer à en parler. Et puis on a le culturel, qui est un levier aussi très important. Hein. On voit que les médias, la plupart des grands médias ont pris le parti du climat, c'est assez récent quand même. Hein. Jusqu'il y a encore 3-4 ans, ils disaient ah, il faut qu'on donne une parole équivalente aux climato-sceptiques. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même une bascule qui s'est faite. On n'a pas que les médias, on a aussi dans le culturel, on a tout ce qui est l'immatériel, le spirituel, la santé mentale qui a de la valeur. Et puis, on a un levier très très important et qui est probablement aussi l'obstacle le plus important au changement, qui est le paradigme, notre paradigme culturel dans lequel nous baignons, cette conception du monde très consumériste, dont on se rend compte que même quand on veut changer, bien, elle nous imprègne tellement que parfois on en est encore inconsciemment des acteurs. Et sur tous ces leviers, il y a un levier qui est de plus en plus important,
Et aussi bien les défenseurs de l'environnement que les détracteurs l'ont compris, l'information ou la fausse information. Et tout ça, ça a de la valeur dans l'économie. Alors, là, j'ai fait un petit schéma, c'est un peu brouillon, hein, mais qu'est-ce qu'on peut régénérer dans l'économie et qui est prêt à payer pour cette régénération? On peut régénérer la terre, l'eau, l'air, la biodiversité. On peut régénérer notre propre rapport au vivant. Et je pense que tous les problèmes de santé mentale que nos jeunes expérimentent, là, toute cette détresse qu'on voit dans notre jeunesse, le décrochage scolaire, les tentatives de suicide, c'est aussi un symptôme de cette déconnexion au vivant. On a notre lien social, on a notre motivation au travail qu'on peut régénérer, on a notre bien-être, on a la santé du corps, la santé mentale, et on a tout ce qui est tout ce qui est immatériel, les services immatériels, le bien-être dans la nature, le spirituel, dont on s'est beaucoup amputé en étant extraordinairement individualiste et comment matérialiste. Oui. Voilà. Chacun de ces facteurs, on peut les régénérer. Et pour chacun de ces facteurs, il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui sont de plus en plus prêts à en reconnaître la valeur. Pour la terre, il y a les producteurs, pour la terre et l'eau, il y a les producteurs, il y a les collectivités. Pour beaucoup de produits de l'économie, il y a des communautés d'utilisateurs qui se mobilisent de plus en plus pour reconnaître leur valeur. Pour tout ce qui est de la motivation au travail, de l'absentéisme, etc., on a les employeurs. Pour toutes les questions de santé environnementale, on a les services de santé. On a des citoyens engagés aussi qui sont prêts à en trouver la valeur. On a les citoyens en quête de sens, qui est aussi une population particulièrement importante. On a les familles qui se préoccupent de la santé de leurs enfants. On a le politique qui quand même réalise de plus en plus que c'est un facteur important. Hein. On voit bien que le politique a exercé des pouvoirs dans les deux sens, mais je pense qu'on évolue vers une situation où toutes les branches de la politique vont devenir des défenseurs de l'écologie, avec des méthodes différentes, mais on n'était pas à cette situation il y a 20 ans. Et puis on a le secteur du tourisme, par exemple, qui est un secteur économique pour lequel la régénération a un rôle particulièrement important. Donc il y a des acteurs qui sont prêts à payer, simplement il faut qu'ils prennent conscience de la valeur de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Alors, où est-ce qu'on crée de la valeur? Je pense que la plupart d'entre vous sont conscients de la valeur de l'économie circulaire, mais à toutes ces étapes de l'économie circulaire, on crée de la valeur pour une entreprise. En ayant des achats durables, on crée de la valeur, hein, puisque elle va sécuriser un certain nombre d'achats et en faire quelque chose de plus robuste. Avec l'éco-conception, il faut qu'on arrive à créer de la valeur aussi. Je donnais l'exemple de passer du plastique au bambou, mais il y a une multitude d'exemples. Avec la mutualisation territoriale, on crée aussi de la valeur avec du partage. On garde la même qualité pour le client. Avec l'économie de la fonctionnalité, on va en prendre un exemple tout à l'heure. On transforme la valeur du jetable en une valeur de l'entretien du bien ou du service qu'on procure. Avec la consommation responsable, on crée de la valeur puisque les consommateurs orientent leurs achats de façon vertueuse. L'économie de l'alliance, très important, l'allongement de la durée d'usage, le recyclage et le réemploi. À chacune de ces étapes, normalement, si on les pense bien, elles peuvent être profitables pour l'entreprise. C'est pas juste quelque chose qui est bien à faire, c'est quelque chose qui peut être profitable. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire nous aussi en tant que citoyens, en tant qu'acteurs du monde de l'entreprise, arriver à faire en sorte que cette valeur, elle soit reconnue. Une autre notion très importante en économie, c'est le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est j'ai de l'argent ou j'ai du temps ou j'ai de l'énergie, à quoi je vais la consacrer? Si j'ai 20 € dans ma poche, est-ce que je vais aller consacrer l'argent pour acheter quelque chose de complètement futile ou est-ce que je vais me payer un bon repas, etc.
Dans l'économie, le consommateur est vraiment un acteur important parce que il a des ressources limitées et il veut optimiser son bonheur. Dans l'économie, on appelle ça son utilité. Et normalement, s'il est bien informé, le consommateur est capable de réfléchir à ce coût d'opportunité. Est-ce que je vais mettre les 20 euros là ou est-ce que je vais les mettre dans autre chose qui m'est plus profitable? On a faussé ça avec la publicité, avec le marketing, en faussant la désirabilité des biens. Mais avec l'information, le consommateur, s'il est informé, peut faire des choix sur son coût d'opportunité. Je suis un chef d'entreprise, j'ai un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros pour une vingtaine de collaborateurs, je dégage une marge de 200 000 euros. Donc j'ai 200 000 euros à dépenser. Si je réfléchis en termes de coût d'opportunité, à quoi je vais dépenser ces 200 000 euros? Est-ce que je vais acheter une nouvelle machine plus performante, lancer un plan de formation, donc j'ai mis des chiffres là en face, hein, recruter un nouveau collaborateur très compétent, monter un plan de décarbonation, aménager le terrain autour de l'entreprise pour accueillir la biodiversité, verser des dividendes aux associés? J'ai des choix à faire, j'ai que 200 000 euros, je ne peux pas tout faire. Ça, pour certains des choix, ça prend tout le budget. Donc, il faut que je considère le retour sur investissement. Alors, on a tendance à considérer que le rendement, que j'ai mis ici R, et souvent on a tendance à considérer que le rendement à court terme. Alors à court terme, évidemment, acheter une nouvelle machine, je vais avoir plus de rendement et puis je vais peut-être avoir de l'innovation qui va me permettre de dépasser la compétition. Mais si je lance un plan de formation, je vais peut-être créer de la motivation, de l'engagement et aussi de l'efficacité. Si je recrute un nouveau collaborateur, je vais avoir du rendement, mais c'est peut-être plus long terme parce qu'il faut le temps de le former, etc. Si je fais de la décarbonation, ben, ça va pas être du rendement, du retour sur investissement à court terme, mais il faut quand même que je me rende compte que d'ici quelques années, quand le coût du carbone va devenir important, ma décarbonation, elle va avoir une valeur extraordinaire. Donc, c'est un investissement d'innovation et de compétition qui va me rendre plus compétitif à moyen terme. Et puis, le retour sur investissement en termes de biens communs et de développement durable, avec l'effondrement d'un certain nombre de limites planétaires, il va acquérir de la valeur sur le marché. Donc là, il faut qu'on arrive à prendre en compte que cet investissement aussi dans la décarbonation, c'est pas juste pour parce que je veux faire un effort pour la planète, c'est aussi un investissement qui aura un retour sur investissement. Voilà. Si j'accueille le terrain pour accueillir la biodiversité, il y a de plus en plus de programmes qui sont proposés aux entreprises pour aménager un terrain et puis ça fait à la fois du bien-être et de l'accueil de biodiversité. Et ben, il y a un côté bien commun, mais il y a aussi un côté motivation et engagement. Par contre, si je verse les dividendes, le retour sur investissement, il n'est pas forcément aussi clair. Je vais prendre un deuxième exemple sur le coût d'opportunité. Alors, c'est des chiffres moyens parce que faudrait voir produit par produit, mais c'est la question, est-ce que j'achète bio ou que j'achète industriel? Si j'achète un produit alimentaire conventionnel, je vais le payer peut-être 2 euros. Si je l'achète en bio, je vais peut-être le payer 3,50 euros. Mais si on compte, donc si je considère comme coût d'opportunité uniquement mon porte-monnaie aujourd'hui, je vais avoir tendance à acheter du conventionnel. Par contre, si je suis un consommateur informé et que je sais que à ce coût-là, il faut rajouter des subventions pour la politique agricole qui sont beaucoup plus importantes pour le conventionnel, qu'il faut rajouter les coûts environnementaux de dépollution par la collectivité, qui sont aussi plus importants. Si je dois ajouter, donc il y a des gens qui ont vraiment fait ce calcul, hein, c'est un vrai calcul, les coûts de santé imputables aux pesticides, imputables à la mauvaise alimentation, on se retrouve que on se rend compte que donc tous ces coûts-là, je vais les payer indirectement par les impôts. Hein. On se rend compte que le produit conventionnel, il me coûte 4,60 € et que le produit bio, il me coûte 3,90 €. Et encore, je pense pas que la différence soit aussi grande. Ça dépend où on va, mais peut-être dans les hypermarchés, il y a cette différence entre le conventionnel et le bio. Mais si on va au marché, si on va sur des petits producteurs, il n'y a pas autant de différence. Donc vous voyez que même un produit qui semble plus cher au départ, donc si on résume en coût d'opportunité avec l'argent que j'ai dans le porte-monnaie, on va avoir tendance à choisir le conventionnel. Mais si
Je suis informé sur le coût intégré total. Je peux faire un choix stratégique pour ma santé, pour mes impôts. Si je considère ma santé celle de ma famille et que mes moyens le permettent, le coût d'opportunité il change. Hein. Je vais aller vers le bio. Et par contre, si l'accès au bio là où j'habite est limité, on rajoute un autre coût d'opportunité qui est le temps à consacrer pour aller en chercher. Donc cette histoire de coût d'opportunité, elle est intéressante à considérer aussi. On a parlé d'économie circulaire, on a parlé de repenser la fin de vie. On est quand même passé il y a 20-30 ans à un monde où les fins de vie, c'était uniquement de l'élimination et on faisait un petit peu de valorisation énergétique. Aujourd'hui, on a vraiment établi, je pense, dans l'économie, une hiérarchie des fins de vie. Le plus intéressant, c'est de produire des biens durables. On est sorti de ces théories de l'obsolescence programmée. Donc durable, ça veut dire réparable, ça veut dire qu'on peut faire de l'entretien, qu'on peut faire de la modularité. En dessous de la durabilité, on a aussi le réemploi et le upcycling. C'est encore plus classe que le réemploi puisqu'on transforme un produit qu'on va réemployer en quelque chose d'encore plus chic, un objet de décoration ou autre. On a le compostage, le recyclage. Donc il y a une hiérarchie des fins de vie qui est de plus en plus intéressante à considérer. Et il y a des gens qui sont vraiment très créatifs sur cette question des fins de vie. Hein. Il y a vraiment de plus en plus dans la littérature des exemples très très riches à prendre en compte sur les fins de vie. Donc, on en est où là? Oh, j'étais un peu long. Hein. On fait un petit exemple rapide. J'ai pris un exemple qui est assez connu, qui est la question de le choix qu'a fait Decathlon de partir dans l'économie de la fonctionnalité. Donc, ils ont décidé il y a quelques années que, au lieu de simplement vendre des articles de sport et des articles, donc des vêtements ou des accessoires de sport, ils allaient les louer ou alors ils allaient même proposer des reprises de matériel qui s'appellent seconde vie ou buyback. C'est assez intéressant parce que des échos qu'on en a, ça a fortement augmenté leur chiffre d'affaires dans certains domaines, on va voir lesquels. Ça aurait multiplié par 5 leur chiffre d'affaires, donc l'économie circulaire, elle est pas idiote, hein, peut faire gagner de l'argent, et divisé par 30 l'impact climatique, puisqu'on a des biens qui sont réutilisés. Le truc, c'est que ce système-là, il n'est pas forcément simple à monter et Decathlon a pu se le permettre parce que ils ont c'est une très grosse structure et qu'ils ont pu en mettre en place un certain nombre de leviers en interne. Ce qui est clair, c'est que en Belgique, donc en 2023, plus de 50 000 articles ont été rachetés, qui ont généré des millions d'euros en bons. Et en fait, c'est des bons pour réacheter dans la même entreprise, hein, donc ça fidélise le client, et que 75% de ces articles rachetés ont été revendus à nouveau. Ok. Le service, donc reprise, fidélise les clients, leur offre un bon d'achat pour se rééquiper, donc il garantit des nouvelles transactions. La location, elle marche très bien pour des équipements chers ou saisonniers, comme les vélos électriques ou les équipements de ski. Et donc, en fait, ça a aussi une valeur sociétale. Ça rend le sport plus accessible à certains acteurs et ça permet de toucher des clients qui n'auraient peut-être pas pu se permettre d'acheter du neuf. En particulier pour les gamins, puisqu'ils grandissent et donc il y a tout ce matériel qui est à racheter. En reprenant le matériel, il contrôle le cycle de vie, hein, puisqu'une des questions de l'économie circulaire, c'est d'arriver à contrôler ces fins de vie, qui sont très difficiles si on laisse les produits partir dans la nature. Et donc, de la conception à la revente et au recyclage, Decathlon contrôle tout le cycle de ces produits. Et donc, ils s'assurent eux-mêmes ce que peuvent pas se permettre des plus petites entreprises, hein, qui sont obligées de faire appel à des partenaires, d'avoir une circularité fermée. Alors, c'est intéressant de regarder ce qui marche le mieux. Le matériel de camping et de randonnée, parce que c'est utilisé intensivement pendant les vacances, mais le reste de l'année, c'est encombrant. Donc, les gens se sont mis à la location plus facilement. Même principe pour les sports d'hiver. Même principe pour le matériel pour les jeunes enfants, parce que la croissance des enfants rend un certain nombre de ces produits très rapidement obsolètes pour ceux qui les ont achetés.
Les vélos, apparemment, c'est un segment très porteur. Voilà, parce que du coup, les gens peuvent se permettre des vélos de belle qualité et très durables. Les appareils de fitness, c'est des choses qui sont très chères et encombrantes. Ben, finalement, la location courte, ça satisfait beaucoup de clients. Et puis, beaucoup de choses aussi sur l'électronique sportive. Donc, il y a quand même plein de secteurs où ça marche. Ça c'est intéressant. Par contre, il faut être conscient que au niveau organisationnel, c'est énorme. Ils ont dû mettre en place des standards pour récupérer le matériel, pour évaluer le matériel qui est retourné. La logistique doit gérer des tas de produits très hétérogènes. Il y a des questions de contrôle qualité, hein, puisque les gens y ramènent les produits dans différents états. Il y a des problèmes de transport de matériel volumineux, les vélos, matériel de fitness. Il y a des défis d'entretien et de réparation, donc ils sont mis en place des ateliers centralisés, des outils diagnostiques, une gestion des pièces détachées. Vous voyez que si Decathlon a les moyens de mettre ça en place, des plus petites structures n'en ont pas les moyens, d'où l'importance des filières et de l'économie de l'alliance. Et puis, il faut que le produit reconditionné respecte des normes de qualité strictes. Donc, il faut que la chaîne de reconditionnement de la seconde main soit très bien conçue. Et puis, c'est aussi un défi de culture d'entreprise, formation des employés, la reprise, gestion des contrats, diagnostic, l'éducation des clients aussi, hein, donc qui nécessite de l'information, et puis aussi un changement dans la rémunération de la performance. Il y a tout ça à mettre en place, ce qui veut dire que c'est pas juste une question de bonne intention, hein, on va dire ah on va faire de l'économie de la fonctionnalité, on va louer, c'est quand même compliqué à mettre en place. Dans d'autres secteurs, le modèle va être différent. Dans l'électronique, on ne peut pas faire ces locations forcément de longue durée parce qu'il y a l'obsolescence des matériels. Dans l'alimentaire, il y a des questions d'hygiène qui compliquent les choses. Mais on va passer au vrac, hein, puisque la loi AGEC et la loi climat et résilience l'imposent. Il y a du mal, pour certaines entreprises, elles ont du mal à contrôler leur chaîne de valeur. C'est pour ça qu'il faut faire des alliances. Pour certaines des secteurs économiques, il faut mettre en place des partenariats publics-privés. Ça, c'est très compliqué. Dans le monde du textile, bah, si on veut faire du réemploi, il faut penser le nettoyage industriel, les problèmes de taille, de modèle, et puis les matières qui sont aujourd'hui peu durables. Pour les consommateurs, il y a des questions importantes de sécurité des transactions. Dans l'automobile, on voit que le leasing, qui vend un usage plutôt qu'un bien, commence à bien marcher. L'offre culturelle, elle est habituée à réutiliser les œuvres. Par contre, elle est confrontée à des problèmes d'impact climatique par la mobilité. Hein, tous ces groupes qui ont tellement de concerts à l'autre bout du monde du jour au lendemain qui doivent voyager en jet privé. Est-ce que le monde culturel ne doit pas repenser des acteurs locaux qui vont incarner les œuvres du spectacle vivant? Et puis dans le bâtiment, il y a aussi le réemploi qui s'impose, qui est imposé par la loi, mais qui est confronté à des difficultés d'organisation, hein, le stockage, la mise en relation, la garantie décennale. Voilà. Un mot très rapide sur les assureurs, qui, je pense, sont un acteur majeur de l'économie régénérative. Il y a beaucoup d'assureurs qui s'engagent là-dedans. Quand ils vont rembourser des sinistres, ils vont pousser au réemploi et à la réparation, soutenir les filières de réparation et valoriser la réduction des déchets pour les biens sinistrés. Les assureurs sont également des investisseurs et donc ils commencent à se désengager des secteurs des énergies fossiles qui leur causent eux-mêmes des dommages, qui causent des dommages qu'eux-mêmes doivent assurer, ils en sont conscients. Ils sont intéressés d'investir dans la régénération et il y a certains assureurs qui commencent à mettre des tarifications axées sur le risque écologique. Donc, en tant qu'acteur financier, ils commencent à reconnaître cette valeur dont on parlait tout à l'heure. Et ils commencent à faire des primes d'assurance réduites pour les gens, pour les clients qui utilisent des principes circulaires. Il y a quelques exemples concrets, bah, par manque de temps, je ne vais pas les détailler, hein, mais il y a beaucoup d'assureurs qui ont mis en place un certain nombre de ces principes, très concrètement. Ici, dans la région lyonnaise, on pourrait citer des tonnes d'exemples, hein, mais on a des producteurs de lubrifiants industriels qui passent
à l'éco-conception à partir d'huile végétale. On a des producteurs de colorants pour les cheveux qui mettent en place des alliances durables pour sécuriser leurs produits naturels, qui arrêtent de vendre en recharge plastique, qui pose des problèmes qui est quand même quelque chose qui est difficile à mettre en place. On a de l'hôtellerie qui est éco-responsable, qui réemploie tout, même jusqu'au repas, qui fait des politiques sans climatisation, qui encourage les mobilités vertes. Et en fait, le Grit Hotel à Lyon, il a eu tellement de succès que il forme maintenant les gens de la clé verte. Et puis, il y a plusieurs hôtels en France qui ont adopté leur format parce qu'ils ont fait la preuve que ça marchait. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, on arrive à la conclusion. L'innovation est limitée que par notre imagination, mais vous voyez qu'il faut prendre en compte énormément de critères économiques. Il y a encore beaucoup de modèles qui sont à co-inventer avec les acteurs de l'économie et ils ont besoin de nous, les personnes qui sont sensibilisées à l'écologie, pour avancer. Et ça, c'est la dernière diapo. Vous voyez qu'à quel point c'est compliqué. On ne change pas une culture d'entreprise sans apprendre beaucoup de choses. L'improvisation, c'est dangereux. Il y a quand même certaines personnes qui ont improvisé qui se sont plantées. Il n'y a que l'économie qui peut rendre un modèle viable. Les chiffres ne trompent pas. L'innovation, aujourd'hui, c'est peut-être principalement dans la durabilité qu'elle va se mettre en place. On ne change pas tout seul, mais, sauf si on est un géant comme Decathlon, hein, mais même eux. Il faut des alliés. Un responsable RSE qui ne travaille pas avec le responsable financier, ben, il n'arrivera à rien. Les valeurs, c'est essentiel, mais ça ne convainc pas tout le monde. Et le changement est aussi culturel, donc il ne peut pas être soudain. Mais si on regarde quand même 10 ans en arrière, on se rend compte que le changement culturel, il s'est quand même mis en place. Voilà, à vous la parole pour des questions. Ça va, c'était